BFM Business, BFM Crypto, les pros. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est l'heure des pros des cryptos. Soyez les bienvenus. Le 4e halving de Bitcoin, c'est pour dans quelques heures. Il devrait avoir lieu cette nuit, vers 1h du matin. Les questions que vous vous posez, certainement. Quel impact ont eu les précédents ? Celui-ci risque-t-il d'être différent ? Et si oui, pourquoi aussi c'est intéressant, on a un rapport du FMI qui est sorti ce mois-ci. Il créditerait l'idée d'une valeur refuge du Bitcoin, intéressant. Et on va en parler avec des pros qu'on a convoqués cette semaine. Thibaut Boutroux, CEO de Meria. Bonjour Thibaut. Et Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous les deux. En attendant, beaucoup de volatilité sur les cours, ça bouge et le Bitcoin est bien dans le vert aujourd'hui. Point technique sur la situation avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, nous sommes à quelques heures de cet événement qui s'est produit 3 fois depuis la création du Bitcoin, le fameux halving. On voit pour l'instant que les investisseurs sont à l'achat. Est-ce que ça va durer ? C'est vrai que ça fait en fait 2 mois finalement qu'on est dans ce qu'on appelle une phase de consolidation horizontale légitime en fait sur Bitcoin, mais aussi sur le marché au sens large. Alors déjà parce que Bitcoin a été multiplié par 3 en 5 mois, donc la hausse avait besoin de respirer, parce que en fait sur l'ensemble des classes d'actifs risqués, marché traditionnel compris, en fait le doute s'installe sur une baisse des taux de la Fed en 2024, alors qu'il en prévoyait entre 6 et 7 en début d'année, intensification des conflits géopolitiques au Moyen-Orient, remontée des taux longs à 10 ans, le dollar américain également qui progresse. Bon bref, il y a pas mal de facteurs qui justifient quand même globalement une pause. Alors, vous l'avez dit, effectivement, aujourd'hui, le Bitcoin se reprend. Depuis la semaine dernière, on a eu quand même une baisse de 15% du Bitcoin. Est-ce que c'est grave, en fait, cette baisse qu'on a eue finalement depuis une semaine sur Bitcoin? En fait, pas du tout, parce que la hausse, justement, depuis le mois d'octobre, est très construite et on peut avoir comme ça des phases d'atterrissage plus ou moins longues dans le temps et plus ou moins hautes en termes de variation. Donc, en l'occurrence, ça fait 2 mois qu'on tourne autour des 60 000, 73 000 $ sur Bitcoin. Donc, tant qu'on tient la borne basse de ce qu'on appelle ce range, 60 000 $, on reste en fait dans une tendance de fond haussière, même si certes, on mettra peut-être probablement un peu plus de temps avant de retrouver les records historiques. Donc à l'heure actuelle, vous l'avez dit, oui, effectivement, est-ce que ça peut durer ? Oui, je suis pas vraiment inquiet. En fait, c'est même le contraire. On a profité justement de la baisse de ces derniers jours pour reconstruire progressivement nos portefeuilles, type gestion active et long terme, qu'on a eu grâce à ce repli qu'on a eu de 15% sur Bitcoin depuis les plus hauts, et des replis d'ailleurs qui peuvent être beaucoup plus importants sur les altcoins, mais dont leur tendance de fond n'est toujours pas dégradée. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonne journée Xavier. Messieurs, vous êtes toujours avec nous, je rappelle, Thibaut Boutroux, directeur des opérations chez Meria, et Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Alexandre, vous allez être notre ingénieur pour commencer ce début d'émission. Ah oui, vous allez nous rappeler un petit peu techniquement qu'est-ce qui se passe sous le capot de Bitcoin pendant un halving. Qu'est-ce qui se passe pendant un halving ? En fait, la récompense des mineurs, donc, qui au départ était dans le code comme étant 50 bitcoins toutes les 10 minutes, puisqu'il y a un bloc qui est émis toutes les 10 minutes, et elle est divisée par 2, tout simplement. C'est prévu depuis le départ, donc tout le monde le sait. On sait que tous les 210 000 blocs, ce qui équivaut environ à 4 ans, eh bien, cette récompense est divisée par 2. C'est pas juste pour faire plaisir, évidemment, c'est parce que le bitcoin est une proposition de valeur qui s'inscrit contre le système fiat traditionnel, dans lequel il y a 2 facteurs principaux autour de la création monétaire. C'est qu'il est imprévisible, il est discrétionnaire, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va changer. Il y a des réunions, ce qu'on disait en début d'année, on prévoyait 6 ou 7 baisses de la Fed. En fait non, on ne sait pas, c'est pas prévisible. Et surtout, ce système, il est infini, il est fiat, donc tant qu'on peut créer de l'argent, on le fait. Et donc Bitcoin, c'est l'inverse, c'est prévisible, c'est dans le code, on sait ce qui va se passer. Et deuxièmement, c'est rare, donc plus on avance, plus ça baisse en termes de création monétaire. Donc ce qui va se passer sous le capot, c'est que cette Coinbase, qui est le nom qu'on donne à la récompense des mineurs, eh bien, elle est divisée par 2. Mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. Ça fait 3 fois que l'événement arrive et les mineurs doivent s'adapter, c'est tout. Et pour ceux qui nous suivent à la télévision, vous pouvez voir un tableau récapitulatif de tous les précédents halvings, donc les 3, et celui de cette année qui devrait avoir lieu demain vers 1h du matin. Et ironie du sort, cette année, effectivement, le Bitcoin réduit son émission, mais a priori, les banques centrales, elles, devraient augmenter la leur. Voilà, on parle des baisses des taux au moment où le Bitcoin réduit son émission. Voilà, absolument. Thibaut, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel On a donc eu 3 halvings, un en 2012, un en 2016 et un en 2020. Quel impact ça a eu à chaque fois sur les cours du Bitcoin ? En fait, ce qu'on constate, c'est que globalement, le marché
s'articule un petit peu autour de cet événement. C'est un petit peu cet événement qui est le point de repère de la temporalité pour que le début en fait de ce qu'on appelle les cycles. Et si on zoome très précisément sur le halving, en fait on constate qu'au moment du halving, il se passe à peu près rien en fait. Historiquement, quand on prend 2012, je crois que c'est entre quelques mois avant et quelques mois après, le marché reste dans un fameux range, comme une espèce de respiration. En 2016, même constat. En 2020, même constat, avec un petit phénomène qui a changé un petit peu avant, c'était ce qu'on a appelé le Covid, qui est venu faire une petite vague, mais on a retrouvé le cours. Là, globalement, ça fait quelques semaines, on est de nouveau dans un range. Donc en fait, au moment du halving, au moment T, paradoxalement, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, ce n'est pas une surprise parce que, comme le disait Alexandre juste avant, le halving, ce n'est pas une surprise. Il ne tombe pas comme ça par hasard du jour au lendemain. On sait quand est-ce qu'il arrive et donc le marché le prépare, l'anticipe. On dit que le marché le price. Donc généralement, il y a beaucoup de volatilité quelques mois avant. Le marché commence à se réactiver et il y en a surtout beaucoup après avec une tournure différente où là, on a un cours qui généralement évolue d'une manière exponentielle quelques mois après pour atteindre, historiquement, ce qui s'est passé, c'est un point haut qui est lui atteint quelques mois, voire un an après le halving. Là, on est dans une configuration un peu inédite puisque le point haut, on l'a atteint avant le halving. C'était jamais arrivé. Alors, est-ce que les cycles vont se répéter ? On a des nouvelles variables dans l'équation, les institutionnels, un climat géopolitique aussi qui est un petit peu différent. Donc tout ça fait que à chaque cycle son incertitude, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas ce qu'on a constaté c'est que si on dézoome, les 3 précédents se sont passés approximativement de la même manière et on a un choc en fait entre la demande et l'offre qui se produit au moment du halving. Et en plus de ça, là, on est dans une configuration aussi où il y a beaucoup plus de médiatisation. J'ai vu les nombres de requêtes sur le terme halving aux États-Unis qui a fait plus que x2 par rapport au précédent. Donc ça montre que tous les yeux en fait sont rivés sur l'halving. Et donc au moment où la pression vendeuse va diminuer puisque les mineurs vont récupérer moins de Bitcoin, donc finalement il va y avoir un petit peu moins de pression vendeuse naturelle. En même temps, beaucoup plus de gens qui se focalisent, donc beaucoup plus de demandes, donc forcément, logiquement, ça. Justement, on va en parler dans quelques instants. La question que vous vous posez certainement, à savoir est-ce que ce halving aura un impact différent des autres sur le cours du Bitcoin ? Mais on l'a vu que précédemment, à court terme, ça n'avait pas eu beaucoup d'impact, Alexandre, mais il y en a qui surveillent ça quand même bien. Ce sont les mineurs, parce que leur chiffre d'affaires, du jour au lendemain, va être divisé par 2. Comment est-ce qu'ils se sont préparés, Alexandre, et comment ça s'était passé pour eux lors des précédents halvings ? Alors, c'est très différent à analyser parce qu'en réalité, le mining en tant qu'industrie professionnelle avec très intensif en capital, etc., c'est une industrie qui date en fait du précédent halving. Les premiers ASIC, donc les machines spécialisées pour faire du minage, c'est autour de 2013-2014. Ensuite, il faut le temps qu'elles se diffusent dans le marché, il faut le temps que tout le monde les achète, etc. Donc, en réalité, je crois qu'on a passé le premier exahash. Donc, aujourd'hui, on est à 600 fois plus, beaucoup plus de 600 fois plus, mais la puissance de calcul a commencé à devenir significative vers 2018-2019. Donc en réalité, le marché n'est pas si vieux que ça d'un point de vue du minage. En fait, l'industrie du minage est une industrie très jeune. Donc quand on regarde dans le passé, forcément, ça va biaiser l'analyse parce que on n'est pas sur des particuliers qui minent avec une carte graphique chez eux, comme on pouvait l'être en 2013, par exemple. Vous êtes en train de nous dire que là, ça s'est complètement professionnalisé. Exactement. Et que finalement, c'est le premier halving où on aurait autant de mineurs professionnels sur le marché. Exactement, quasiment que ça. Avec évidemment, il y a une typologie des mineurs, ils font pas tous la même chose, mais je prenais l'exemple ce matin d'un matinal, c'est que un mineur comme Riot Platform, c'est un mineur qui aujourd'hui tire 50% de son chiffre d'affaires du fait qu'il ne mine pas. Donc, quand on dit qu'ils vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires, pas tout à fait. Ils vont en perdre le quart parce que l'autre quart, donc sur une moitié, ils en perdent la moitié, donc le quart. Mais sur l'autre moitié, en fait, c'est un service énergétique qu'ils fournissent au réseau, à savoir de la flexibilité et être capable de débrancher. Donc, certains, aujourd'hui, en gros, il y a une typologie de 2 mineurs, 2 gros types de mineurs. Il y a ceux qui sont focalisés sur l'efficience énergétique de leur machine et qui veulent mettre énormément de puissance de calcul. Eux, ils se branchent en règle générale on-grid, mais ils fournissent des services au réseau électrique pour favoriser le déploiement d'ENR. Donc ça, c'est plutôt les grosses sociétés. C'est les grosses sociétés qui vont mettre des hangars, je crois de mémoire que, je ne sais plus si c'est Riot ou Marathon, mais qui sont en train de sortir 1 gigawatt de machines pour leur prochaine usine, ce qui est énorme. Ouais. Mais comme je le disais, donc eux, ce qui va les intéresser, c'est d'être très efficients, donc de générer le plus de coins possible pour le moins d'électricité possible. Mais ils ont 50% de leur chiffre d'affaires qui est maintenant diversifié. Donc l'impact sur leur business sera moindre. Ça reste 25% de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Et il y a tous ceux qui sont plus modulaires, c'est des petits mineurs
mineurs dont l'objectif c'est de venir avec des petits conteneurs de 1 MW, 2 MW et de chercher des sources dont personne ne veut, ce qui leur permet d'avoir de l'électricité radicalement pas chère, 1 centime, 2 centimes. Et donc eux, en fait, le minage va effectivement diminuer leur récompense par 2, mais en fait, ils ont tellement de marge par rapport à la concurrence que normalement, eux, c'est plutôt un espoir pour eux, parce qu'ils se disent d'autres gens vont faire faillite et je vais pouvoir récupérer leurs machines sur le marché secondaire à bas prix. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est que cette année, enfin à ce halving, il pourrait y avoir moins de faillites que d'habitude, pour les raisons que vous avez citées, Alexandre, mais aussi probable, parce que c'est plus anticipé. C'est plus anticipé, mais surtout le cours du Bitcoin, proportionnellement, n'a jamais été aussi haut dans les cycles précédents. Et quand on a un chiffre d'affaires qui est divisé par 2, c'est pas pareil qu'il soit divisé par 2 sur un Bitcoin à 30 000 $, qu'un Bitcoin à 60 000 $. Mais après, c'est très difficile de se prononcer sur le mining parce que maintenant, c'est plus juste des entrepreneurs avec 3 mois de fonds de roulement qui, en fait, au bout de 3 mois, si leur chiffre d'affaires est divisé par 2, ils font faillite. Maintenant, c'est des énormes entreprises en bourse qui ont largement la capacité de solliciter des capitaux pour tenir la durée. Donc, ils peuvent très bien maintenant, probablement, faire 6 mois, 8 mois, 1 an à perte. Parce qu'eux, ils ont l'anticipation future que ça vaut le coup d'être à perte pendant pas longtemps pour pouvoir tenir le coup et rester sur le marché. Donc l'industrie a vraiment changé, c'est beaucoup plus professionnalisé, il y a des capitaux, il y a des entreprises en bourse, le marché même des machines est beaucoup plus efficient qu'il y a des années. Donc on va probablement pas revoir les mêmes vagues de faillites. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais c'est plus professionnel. Thibaut, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais finalement, là, on voit que le hash rate, donc la difficulté de minage, n'a jamais été aussi forte. Et a priori, on aurait peut-être, à ce halving-là, beaucoup moins de mineurs qui débranchent et peut-être d'autres qui vont se brancher. Est-ce que finalement, si la difficulté de minage augmente, ça va pas être encore plus difficile pour tout le monde et ça pénalisera peut-être plus les plus petits mineurs. C'est ce qu'on a observé en fait avec la professionnalisation du secteur et pour le coup nous on y a été confrontés puisque le début de l'activité finalement de minage, de ce mining, on était articulé autominage. Alors on minait pas nous-mêmes, on vendait des machines de minage à des particuliers et on a assez rapidement fait le constat que globalement sur l'activité en tant que particulier, à part celui qui veut miner chez lui pour la science, pour avoir sa machine, l'intérêt économique il est relativement limité, surtout dans des zones géographiques comme la France où l'électricité est relativement chère par rapport à d'autres zones sur le globe. Donc effectivement, plus on avance, plus ça se professionnalise, plus on a aussi des acteurs traditionnels qui savent gérer des data centers, qui sont des énergéticiens, qui sont entrés dans la danse et qui amènent d'autres compétences aussi. Donc ça a considérablement industrialisé le sujet. Les machines qui sont aussi beaucoup plus chères. Donc en fait, le marché du minage est plus du tout dans le même état qu'il l'était il y a quelques années, et donc forcément on ne retrouve pas les mêmes conditions. Et vous, en tant que plateforme d'investissement, est-ce que vous regardez quand même le halving de près? Est-ce que vous l'anticipez? Ou alors pour vous, c'est uniquement un événement symbolique qui ne devrait pas changer grand-chose sur votre business à court terme, on va dire? En fait, il y a 2 lectures à ça. La première lecture, c'est que le halving en lui-même, à l'instant T, comme je disais, il n'a pas un effet colossal sur l'activité. Par contre, étant donné que le halving est un point de repère du marché et qu'il a un point de repère dans la configuration et les cycles du marché, là, les cycles du marché impactent directement l'activité des entreprises. Donc de la note de Myriam, mais des entreprises crypto de manière générale. Quand on est en bull market, il y a 10 fois plus de demandes, donc naturellement, on a 10 fois plus de clients. Quand on est en bear market, là, c'est plus compliqué, on a 10 fois moins. Du coup, donc c'est plutôt vous pricez entre guillemets plutôt les effets indirects qui vont arriver de ce halving. En fait, généralement, les roadmaps des entreprises crypto sont un petit peu articulés autour des cycles, alors de manière plus ou moins précise en fonction des activités, parce que là, c'est pareil, le secteur c'est aussi largement segmenté, professionnalisé, et on a de plus en plus d'entreprises qui ont des verticales très précises et qui font pas plein de choses en même temps, et donc qui ont un impact qui est plus ou moins directement lié au halving, mais généralement ce qu'on constate c'est que on a des phases de bear market qui sont plutôt articulées pour se concentrer sur l'interne, sur des fondations, sur de la structuration, se préparer sur les sujets réglementaires, préparer l'innovation pour justement le prochain cycle, essayer d'interroger un peu ses clients pour savoir, essayer de jauger un peu qu'est-ce qui va être attendu sur la prochaine échéance. Travailler pendant cette période-là pour build, donc c'est ce qu'on a fait nous par exemple sur toute cette année 2023, et puis 2024, la roadmap elle disait 2024 on va livrer progressivement. Donc c'est pas le halving en particulier, mais c'est plus les cycles qui sont rythmés pour l'instant en tout cas par le halving. Exactement, le halving impacte le marché et le marché impacte les entreprises. Alexandre, mais alors vous venez d'arriver chez Paymium, mais un peu même question pour Paymium, et Paymium qui a connu première plateforme d'échange crypto française, 2011 la création, donc tous les halvings.
Oui, tous les halvings. Après, moi, je ne sais pas là en 2011, mais non, mais ce sera une réponse aussi similaire. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le halving est un événement qui est appelé tendanciellement à avoir de moins en moins d'importance quantitative. Aujourd'hui, si on va passer de 6,25 à 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes, ça veut dire qu'on enlève 450 bitcoins du marché tous les jours. Mais 450 bitcoins sur les 20 millions qui sont déjà en circulation. Alors que si on fait le même exercice il y a 10 ans, en fait, on en enlève 25 toutes les 10 minutes sur un marché qui en contenait 10 millions. Donc l'impact quantitatif sur le marché était beaucoup plus important il y a 10 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est surtout le rendez-vous. C'est 4 ans, ça permet de célébrer ce que je disais, cette proposition de valeur autour de la rareté. On rappelle que Bitcoin est fiable, que Bitcoin tourne comme une montre suisse, que ça fonctionne, que c'est créé contre la politique monétaire infinie du système traditionnel. Et c'est donc une occasion de mettre la lumière dessus, de faire de la pédagogie, d'amener le grand public, d'en parler, donc de pour débattre. vous, c'est plus une célébration qu'un événement. Mais c'est une célébration qui a des impacts. Je reprenais ce que disait Thibaut. C'est vrai que Pemium aujourd'hui, par exemple, entre janvier et avril, on a plus 100% d'inscrits par rapport à la même période sur l'an dernier. On a déjà fait le volume en 2024 de 2023 en termes de trading. Donc on sait qu'il y a un impact sur les gens qui vont venir parce qu'ils ont vu ce sujet-là, ils se sont éduqués parce qu'il y a le halving et qu'on en parle. Et puis tu entres dans le phénomène de prophétie autoréalisatrice. En fait, comme toutes les entreprises articulent à peu près leur roadmap autour de ça, en fait, on est dans la temporalité aussi où plein d'acteurs arrivent avec des nouveautés, des nouveaux projets, et donc tout ça entretient encore plus la dynamique qui se crée autour du halving. Mais alors la question, c'est justement, est-ce que ça va continuer à se passer comme ça? On vous a posé la question, l'impact de ce halving de Bitcoin sera-t-il différent des autres, celui de 2024 qui aura lieu demain matin? Et vous êtes 36% à avoir répondu oui et 64% à avoir répondu non. Messieurs, quel est votre avis sur la question? Ce qu'il disait, alors sur celui-ci, en fait, la particularité, c'est qu'il y a tout un contexte autour du halving aujourd'hui avec l'environnement géopolitique qui est quand même inédit. En plus, on a déjà touché le point haut, ce qui n'était pas non plus arrivé. Donc, on arrive quand même dans une... Est-ce que ça vous inquiète, typiquement, qu'il y ait une sorte d'anomalie cyclique comme ça? Moi, ça m'avait inquiété. Inquiété. J'avais fait rapidement, mais j'avais fait un tweet pendant la hausse en disant c'est pas normal qu'il n'y ait pas de correction parce que en fait, on n'est pas habitué à voir ça. C'est que si ça continue de monter, en fait, potentiellement, on a mangé sur notre bull run. Et donc, on ne va pas avoir de bull run. Alors ça, c'est la grande question. C'était mon inquiétude. Après, moi, je ne suis pas... je pas trop commenter les points. Pour rappel, il n'y a aucun conseiller en investissement ici et personne n'a de boule de cristal, mais c'est intéressant, Alexandre. Donc, en fait, il y a un peu de scénario. Il y a un premier, on pourrait se dire effectivement, on est beaucoup monté. Est-ce que finalement, on n'a pas épuisé une grosse partie de la liquidité qui ne viendra pas après? Ou alors, justement, cette montée-là qu'on a eue en grande partie grâce aux ETF, est-ce que finalement, c'est pas que le début et qu'en fait, c'est juste que le cycle n'est pas en avance, c'est juste que le flux est plus important? En fait, moi je réponds peut-être différemment, mais c'est aussi une réponse à la question qui a été posée, c'est que pour moi, tendanciellement, les facteurs exogènes vont prendre beaucoup plus d'importance qu'un facteur endogène comme le halving. Le halving va être un prétexte, va être une occasion de célébrer, une occasion de faire de la pédagogie, mais un facteur comme l'ETF exogène a beaucoup plus d'impact aujourd'hui que le halving parce que ça a ramené des milliards et des milliards, ça a institutionnalisé la chose, ça a débloqué les mentalités. Enfin, après, c'est mon avis. Et en plus, on a eu un début de semaine un ETF Bitcoin Spot à Hong Kong et en plus le premier ETF Ethereum Spot au monde. Thibaut, vous êtes du même avis? Ouais, en fait, juste pour vous dire, du coup, en fait, la configuration, pour moi, elle va surtout avoir un impact et créer l'incertitude, surtout pour les traders et pour tous ceux qui jouent la partie sur du très court terme. Parce qu'effectivement, du coup, sur du très court terme, on est sur l'incertitude. Sur du long terme, globalement, ça n'impacte pas du tout mes convictions. Et nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette approche. On n'est pas des traders. Mais on ne trade pas et c'est pas du tout l'approche. On prend des positions de conviction parce qu'on est capable de faire des diligences sur des projets ou autres et on va s'inscrire plutôt dans la durée. Et plus on a la capacité à s'inscrire dans la durée sur ce marché, plus en fait on va diluer son risque. Mais effectivement, tous ces facteurs-là, à court terme, ils créent beaucoup d'incertitudes. Demain, globalement, si on va rechercher un ATH ou si on repère 10%, ni l'un ni l'autre des scénarios me surprend. Par contre, à moyen long terme, je suis plutôt confiant. Alexandre, c'est quoi vous parliez justement des événements exogènes. C'est quoi les événements exogènes à surveiller? Il y a les ETF, il y a la géopolitique, les élections américaines, la potentielle baisse des taux. Ça fait déjà pas mal. Non, mais ça va être très tourné autour effectivement de la poursuite de l'adoption. Et après, quelle forme elle va prendre, c'est très difficile à dire. Moi, je suis persuadé qu'effectivement la phase suivante de l'adoption des cryptos va passer, c'est-à-dire qu'on l'aime ou pas, mais il y aura une partie institutionnelle importante. Et ça a commencé aux États-Unis qui ont vraiment débloqué les mentalités parce qu'ils ont fait leurs ETF et aussi parce que les États-Unis
conceptuellement, maintenant, c'est quasiment accepté par tout le monde qu'il y a un sujet Bitcoin et à côté un sujet crypto, qui sont deux sujets différents. En France, toujours pas, en Europe, toujours pas, mais globalement, plus on va aller vers cette réalisation qu'en fait, on n'est pas sur le même sujet, il n'y a pas beaucoup de rapport entre Bitcoin et un NFT d'art, par exemple, ça n'a aucun lien. Plus on va aller vers là, plus Bitcoin va s'institutionnaliser comme actif, réserve de valeur, etc. Et le reste va devenir probablement un marché d'investissement où chacun aura sa thèse, on pourra dire, voilà, ça j'y crois pas, mais Bitcoin me semble maintenant vraiment difficile à déloger, et donc ça va être une question d'adoption. Les questions qu'on se posait l'autre jour, c'était effectivement de savoir est-ce qu'aujourd'hui Bitcoin valide par exemple certains critères de valeur refuge ? Pas forcément, peut-être. On n'a pas encore assez de données pour le dire. Justement, en parlant de ça, d'adoption, voilà, on a une étude du FMI qui est sortie ce mois-ci et qui justement irait dans le sens de cette thèse, voilà, qui irait dans le sens du fait que Bitcoin serait potentiellement pour le FMI une valeur refuge. Alors pas pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, ça va dans ce sens. Exactement, ça va dans ce sens. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine et encore aujourd'hui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, beaucoup de gens ont eu les yeux rivés sur Bitcoin pour dire est-ce qu'il se comporte comme attendu pour une valeur refuge. Et la réponse pour beaucoup a été non. Regardez, il y a des événements géopolitiques terribles. Bitcoin perd, je ne sais plus combien, 5, 10, quelque chose. Une dizaine de pourcents. Voilà, perd alors que l'or prend 1 ou 2%. Donc finalement, eh bien Bitcoin est acheté à la poubelle. Et ce que je disais l'autre jour, c'était si on dézoome 30 secondes, en fait, tendanciellement, sur une moyenne mobile sur l'année, on n'a jamais été aussi fort dans la corrélation entre l'or et le Bitcoin. On est à 0,97, ce qui est quasiment 1. Et tendanciellement, ça a eu tendance à faire des sinusoïdes. Et maintenant, on se rapproche plutôt d'un plateau vers le haut. Donc ça, c'est rassurant. Et donc, effectivement, il y a un rapport du FMI qui date de début avril, qui nous dit plusieurs choses, mais il y en a au moins deux qui sont intéressantes. C'est que ils ont constaté, en regardant tendanciellement les transactions off-chain et on-chain, que numéro 1, eh bien, en fait, quand il y avait une augmentation du VIX, donc qui est l'indice de volatilité des marchés américain, eh bien en fait c'est lié à une augmentation aussi de l'exposition au Bitcoin des gens. Et donc la conclusion de ça, c'est que le FMI, qui est pourtant pas spécialement le plus grand allié de Bitcoin, nous dit il semblerait qu'en fait quand on regarde les données, les gens traitent Bitcoin comme un risk off. C'est-à-dire que ce n'est pas un asset risqué. Donc, après, évidemment, est-ce que ça se traduit dans les prix ? Ça, c'est un autre sujet. Mais eux, ils constatent que sur les transactions, cet aspect-là, tendanciellement, on s'oriente plutôt vers ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils constatent qu'il y a également beaucoup de transactions, et ils passent par Chainalysis pour regarder ça, sur tout ce qui est cross-border, dans des endroits où, macroéconomiquement parlant, c'est instable. Et eux, ils ont conclu que, effectivement, comme ils voient des premiums de chacun des deux côtés de la frontière, ils disent, en fait, ça valide aussi, les gens s'en servent pour faire du contournement des contrôles des capitaux et pour récupérer une forme de liberté financière dans des pays où il y a une répression financière. Donc ça, c'est pareil, ils valident en disant, voilà, quand on regarde les données, il se trouve que ce use case, qui est quand même un des premiers use cases de Bitcoin, l'incensurabilité, en fait, il se valide aussi dans la pratique. Donc ça, c'est très intéressant de voir que quand on dézoome, en fait, tendanciellement, on a quand même plutôt des facteurs qui vont dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, l'adoption poursuit son cours. Rapidement, Thibaut, le FMI fait des suggestions pour la réglementation dans ce papier ? Moi déjà, juste pour reprendre ce que dit, l'étude, je l'ai découvert cette semaine quand Alexandre me l'a envoyé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui est assez nouveau, c'est l'approche qui est pour le coup très factuelle, très objective. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, même pas orienté Bitcoin, mais pas non plus contre. Donc ça montre qu'il y a des vraies questions qui sont en train de poser. Et ça, c'est plutôt positif parce que c'est assez nouveau. Et donc il y a forcément, fort de ce constat, le sujet réglementaire est évoqué. Et là aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que contrairement à beaucoup de situations où la réglementation dans les cryptos, elle est évoquée par le spectre de il faut aller vite parce que là, c'est en train de devenir trop gros. Là, ils disent il faut regarder, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est pas punitif, c'était constructif. C'est ça. Il y a plus une invitation à adapter. Et il y a aussi un terme fort qui est utilisé, c'est adapter la réglementation. Et adapter, ça veut dire qu'on a compris que les flux sont un petit peu différents et qu'il ne faut pas essayer de mettre des ronds dans des carrés. C'est pas pareil que les marchés traditionnels, donc il ne faut pas l'aborder de la même manière. Par contre, il faut regarder parce que factuellement, quand on regarde les chiffres, il se passe quelque chose. Merci beaucoup, messieurs. Alexandre, un dernier mot très rapide, 10 secondes. Le FMI, il faut quand même rappeler une autre pastille, c'est qu'un peu plus tôt dans le mois, il y avait une conférence de presse du FMI pour parler de la situation du Salvador. Ça reste pas les meilleurs alliés du Bitcoin. Donc dans la situation, c'est très drôle. J'invite les gens à trouver cette vidéo sur Internet, mais on demande la question à la porte-parole du FMI, c'est quoi la situation du Salvador ? Et elle répond, en gros, ça va mieux partout, il y a moins de criminalité, le PIB augmente
augmente, le tourisme augmente, nanana, mais conclut en disant par contre, non, on va vraiment discuter du Bitcoin parce que c'est pas possible. Bon, finalement, ça avance petit à petit. Ça avance Petit à petit, on peut pas tout avoir. Hein. On en reparlera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Thibaut Boutroux, directeur Merci des à moi. opérations chez Meria, et Alexandre Sachenko, fraîchement nommé directeur de la stratégie chez Pemium. Guillaume Sommerer sera là vendredi prochain 15h pour les pros des cryptos. Quant à nous, on se retrouve lundi 15h pour le club. Excellent week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.